Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de vous abonner. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à nous soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Mais au minimum, regardez cette émission, aimez, partagez et commentez. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invitée de ce soir, la professeure Radhika Desai. La professeure Desai enseigne à l'Université du Manitoba et à la London School of Economics. Elle est surtout connue pour ses travaux sur l'économie géopolitique, une approche qui relie le pouvoir politique mondial aux structures économiques, et pour sa critique de la mondialisation néolibérale, de l'hégémonie américaine et de la théorie économique dominante. Professeur Desai, bienvenue à nouveau sur India and Global Left. Merci beaucoup, Jyotishman. C'est un plaisir de votre excellente émission. Je voulais comprendre avec vous ce qui se passe dans l'économie géopolitique. Et je pensais qu'un bon point de départ serait d'examiner ce que font les États-Unis sous couvert de cette guerre tarifaire, ces soi-disant droits de douane. D'après ce que j'en comprends, au cours des 20 dernières années, au moins depuis la crise financière mondiale, il y a eu une stagnation considérable à la base de la société impériale, en particulier aux États-Unis et en Europe. En réalité, les élites essaient de faire quelque chose, ou du moins de donner l'impression d'agir, pour endiguer ce mécontentement, tout en étant incapables de s'attaquer aux véritables élites, les élites financières, les grandes multinationales. S'attaquer à elles nécessiterait de modifier radicalement les lois fiscales, les lois sur le salaire minimum, etc., etc. Mais ils ne le font pas, et par conséquent, ils intensifient la guerre à la périphérie. C'est ce que nous observons. Voilà ma compréhension générale. Mais si vous pouviez approfondir ce point et nous dire comment vous interprétez ce que font les États-Unis avec le Sud global en particulier. Oui, c'est une bonne question. Et ma réponse continue d'évoluer, mais elle reste fondamentalement la même que celle que je donne depuis l'élection de Trump, et surtout depuis janvier lorsqu'il a été investi. J'ai toujours dit, et je devrais aussi préciser, que différentes personnes ont essayé de trouver une logique dans sa folie, vous savez, de se dire que, d'accord, il semble que Trump fasse toutes sortes de choses vraiment stupides, méchantes, etc., mais qu'en réalité, derrière tout cela, il y a une méthode dans sa folie. Il y a une sorte de plan rationnel. Aussi mauvais que ça puisse nous paraître, il y a un plan rationnel. Et d'ailleurs, j'ai remarqué récemment en particulier qu'un certain nombre de grands journaux, par exemple le Financial Times ou The Guardian ou d'autres, ont commencé à dire, vous savez, même si nous détestons Trump, ceci ou cela peut avoir du sens. Donc tel ou tel aspect du programme de Trump est discuté, comme si, d'une certaine manière, au moins certaines parties étaient cohérentes, ou qu'il pourrait y avoir une forme de cohérence globale que l'on ne soupçonnerait pas habituellement. Mais, selon moi, Trump a toujours été un symptôme. Il n'est pas un acteur de la crise. Il est le symptôme d'une crise très profonde dans laquelle les États-Unis se débattent. Le Royaume-Uni, qui en réalité est dans une situation bien plus grave à bien des égards, se retrouve également dans cette situation. Mais je dirais aussi que dans une certaine mesure, l'ensemble du monde capitaliste avancé, ce que l'on appelait autrefois dans un langage un peu désuet les pays impérialistes, se trouve confronté à cette crise. Pour l'instant, concentrons-nous simplement sur les États-Unis. Comme vous l'avez justement souligné, les États-Unis, pas les Nations Unies. J'ai récemment prononcé un discours sur les Nations Unies, c'est donc dans mon esprit. D'accord. Restons donc sur les États-Unis. Fondamentalement, les États-Unis, au cours des 45 dernières années, depuis environ 1980 au moins, ont poursuivi des politiques néolibérales.
L'idée fondamentale des politiques néolibérales est que la crise de stagnation des années 1970 s'est produite à cause d'une intervention étatique excessive. Et la manière de restaurer le dynamisme productif du capitalisme serait de le libérer de cette régulation, de la fiscalité et des diverses autres obligations imposées au capital, etc. Au cours de ces 4 dernières décennies et demie, pratiquement chaque décennie, j'oserais dire, le néolibéralisme a changé de forme parce que, pour être franc, il ne fonctionne pas. Il n'a pas restauré le dynamisme productif du capitalisme, il n'a pas augmenté l'investissement, il n'a pas accru la croissance. La seule chose qu'elle a accomplie, c'est la financiarisation progressive, ou plutôt toujours plus profonde, du capitalisme américain. Désindustrialisation, financiarisation, perte de bons emplois manufacturiers, augmentation des inégalités, et c'est tout ce qu'elle produira jamais. Néanmoins, les élites américaines y sont restées attachées parce que, pour être franc, comme vous le savez, le soi-disant système démocratique américain n'est que la meilleure démocratie que l'argent puisse acheter. Et de quel argent parle-t-on? Il s'agit de l'argent de la classe capitaliste des grandes entreprises. Ainsi, il finance essentiellement tel ou tel politicien. Et ce politicien, une fois en fonction, fait plus ou moins ce que la classe capitaliste exige. Et je voudrais ajouter une autre chose avant d'aborder la crise, la véritable crise, la crise aux multiples facettes, c'est que bien sûr, le néolibéralisme n'allait pas restaurer le dynamisme productif, car le dynamisme productif des années d'âge d'or n'était pas le produit du capitalisme. Il était précisément le résultat des réformes imposées au capitalisme à cette époque. Certains auteurs les ont même qualifiées de réformes socialistes, des réformes qui n'auraient jamais été envisagées avant, vers 1945. Elles auraient été rejetées comme socialistes. Mais après la terrible grande crise précédente du capitalisme, de l'impérialisme, la crise de 30 ans, de 1914 à 1945, cela est devenu possible d'une certaine manière. Elles ont été mises en œuvre pendant l'âge d'or de la croissance. En particulier, vous savez, l'âge d'or était dû au fait qu'en augmentant la consommation ouvrière, la demande était plus large durant cette période. Mais bien sûr, une fois que vous avez commencé à revenir sur ces réformes, vous ne pouviez qu'obtenir ce à quoi ressemble le capitalisme nu, non réformé. Et c'est ce qui explique les dernières décennies. Ce que nous avons maintenant, c'est que ces politiciens ne vont pas renoncer à leur engagement à essentiellement libérer constamment le capital des contraintes qui lui ont été imposées. Et nous avons vu de plus en plus de liberté, et ainsi de suite. Cela a donc conduit à la financiarisation, à la désindustrialisation, etc. Cela a donc mené à l'inégalité sociale et à la division de la société entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, de manière de plus en plus marquée. Cela a conduit à la polarisation politique. Et Trump est le résultat de cette polarisation politique. Il semble différent du reste de la classe politique habituelle. Et il n'est différent que sur un seul point. Et c'est là qu'il a compris très tôt qu'on ne peut pas gagner, il l'a compris dès 2016, qu'on ne peut pas gagner des élections en disant aux électeurs américains que leur économie va bien, ce que faisaient essentiellement les démocrates et les républicains de l'establishment. On ne peut pas faire ça. Alors il leur a dit « Votre économie va très mal ». Mais ensuite, bien sûr, s'il doit servir les mêmes clans capitalistes que ses amis du Parti démocrate et ainsi de suite, ses amis de Jeffrey Epstein, appelons-les ainsi, il devait aussi leur mentir. Et ce mensonge, c'était de dire que vos problèmes viennent des questions commerciales, des tarifs douaniers, du commerce avec la Chine et bien sûr des immigrés. Et vous avez vu toute cette agitation autour des tarifs douaniers, autour des immigrés, mais évidemment, aucune de ces choses ne va être... ce ne sont pas de vraies solutions, tout d'abord. Et en plus, les deux ont la capacité de nuire aux intérêts même des classes qu'il a toujours voulu représenter.
Donc il ne peut pas les appliquer de manière cohérente ou correcte. Je veux dire, vous voyez, il impose des tarifs douaniers, mais ensuite, si le PDG d'Apple vient lui dire de belles paroles et lui offre de jolis cadeaux, il les modifie dans le cas d'Apple, etc. Donc tout cela a été un grand spectacle parce que, et sur les immigrés aussi, au début, il voulait expulser 11 millions d'immigrés. Bien sûr, je ne souhaite pas l'expulsion d'un seul immigré, mais prenons-le au mot. Ensuite, cela a été réduit à « nous n'expulserons que les criminels » et ainsi de suite. Donc vous voyez, il y a eu cette approche très inégale parce qu'imposer des tarifs douaniers est forcément, d'accord, il est passé par ce maelstrom insensé d'action entre le 2 avril et maintenant il s'est tourné vers les guerres. On peut en parler si vous voulez, mais il a fait un travail assez brouillon, sans logique ni raison. Bien sûr, il a essayé d'obtenir d'autres concessions qu'il pourrait vouloir pour ses propres raisons, mais il les a imposées. Il a fait ce qu'il a fait, des choses terribles envers les immigrés, mais il n'a pas expulsé 11 millions de personnes, ni même tous les criminels. Franchement, la question de savoir si l'État américain en a la capacité est un autre sujet. Mais les droits de douane augmenteront les coûts pour les entreprises, pour les grandes sociétés, les amis du monde des affaires. Expulser les immigrés augmentera également les coûts, car, bien sûr, la main-d'œuvre immigrée bon marché ne sera plus là. Il ne lui est donc pas possible de mettre en œuvre l'une de ces politiques de manière cohérente. Trump sera donc toujours, il est un symptôme, toujours ballotté entre d'une part la nécessité de donner au moins l'impression de tenir ses promesses électorales et d'autre part celle de servir ses amis du monde des affaires, ce pourquoi il est vraiment là. Voilà comment je vois Trump. Oui, je voulais justement te demander quel est l'impact de cette escalade accrue, disons, sur la périphérie. Et par périphérie, j'entends le Sud global. L'un des points évoqués lors des discussions précédentes sur les BRICS était que les BRICS apparaissent comme une plateforme plus technocratique, où l'on parle d'utiliser les fonds de la Banque des BRICS comme alternative, sous forme de fonds de réserve de précaution, au FMI, afin que les pays du Sud global puissent mieux stabiliser leur crise de balance des paiements ou, disons, investir davantage dans les infrastructures en alternative à la Banque asiatique de développement et à la Banque mondiale. Mais la faiblesse, comme on l'a souligné, résidait dans l'absence d'une politique cohérente émanant du Sud global. Et j'ai personnellement le sentiment que nous assistons à une sorte d'émergence de... Enfin, on ne peut jamais être certain de la direction que ça prendra. Mais du moins, à ce moment précis, il y a une forme d'émergence. Depuis le déclin du mouvement des non-alignés dans les années 1980, d'une politique du Sud global. Cela pourrait se combiner avec ces dispositifs relativement technocratiques des BRICS, qui pourraient, ou du moins ont le potentiel, de constituer une politique efficace du Sud global en tant que rempart contre l'escalade impériale. C'est ainsi que je perçois la situation dans son ensemble. Quelles sont, selon vous, les réponses collectives du Sud global? Eh bien, vous savez, j'ai soutenu depuis que nous avons commencé à en parler et que le monde en parle beaucoup, à propos des BRICS. J'ai, par exemple, une chronique de 2013 ou 2014 que j'ai écrite dans The Guardian, où je disais que les BRICS créent un front plus large contre l'Occident, etc. Cependant, j'ai toujours été très claire sur un point très important. Les BRICS ne sont forts que dans la mesure où ils s'engagent dans des politiques qui rejettent, modifient fortement ou n'appliquent jamais le néolibéralisme. Par exemple, je dirais que la Chine n'a jamais appliqué le néolibéralisme. La Russie, le Brésil, des pays comme cela ont traversé des périodes très difficiles, dans le cas du Brésil dans les années 80 et 90, et dans le cas de la Russie dans les années 90.
Puis ils ont essentiellement fini par se rendre compte que ces politiques ne leur étaient pas favorables. Et bien sûr, dans le cas de l'Inde, nous avons historiquement appliqué le néolibéralisme sous une forme considérablement modifiée. Par exemple, l'Inde conserve un secteur public très important, etc. Et souvenez-vous, à l'époque où j'écrivais, l'Inde avait encore un gouvernement dirigé par le Congrès et non par le BJP comme aujourd'hui. Mais fondamentalement, De plus, l'Inde ne s'est pas appuyée sur le marché des euro-obligations, qui constitue un autre mécanisme important de la mondialisation néolibérale. Je voulais simplement ajouter cela. Désolé. oui, mais je veux dire, je ne suis pas sûre dans quelle mesure le Brésil s'est appuyé là-dessus, mais la Russie, bien sûr, n'aurait pas pu non plus s'y fier. Donc nous avons toujours eu ces pays exceptionnels, mais je suis d'accord avec vous et nous y viendrons. Je veux dire, toute la question des contrôles de capitaux, à mon avis, est très importante dans ce type de discussion, mais permettez-moi de dire que c'était vraiment une question de néolibéralisme. Donc, essentiellement, vous savez, toute la question vis-à-vis du néolibéralisme et des pays du tiers-monde est très simple. Le néolibéralisme dit marché libre, libre-échange et tout ira bien. Vous devriez ouvrir vos marchés, ouvrir votre commerce, déréglementer, minimiser l'intervention de l'État, etc. et tout ira bien. Le problème, c'est que c'est précisément le discours de l'impérialisme. Car historiquement, nous savons qu'aucun pays, absolument aucun, ne s'est développé grâce au marché libre et au libre-échange. Pour se développer, il faut toujours au moins les modifier, voire les rejeter directement, afin de s'engager essentiellement dans un projet d'industrialisation dirigé par l'État, dans une version plus ou moins forte. Il y a donc toujours eu cette opposition. Et ce que nous avons vu dans le monde, en gros, c'est que dans les années 80 et 90, grâce à la crise de la dette provoquée par le choc Volcker, qui a plongé de nombreux pays dans une grave crise de la dette, le FMI et la Banque mondiale ont pu imposer des politiques d'ajustement structurel et forcer le néolibéralisme sur ces pays. Mais en fait, à la fin des années 90, notamment après que le monde entier a observé ce que le FMI a fait à la Corée du Sud en particulier, les gens ont commencé à se rendre compte que le FMI et la Banque mondiale ne proposaient pas les politiques nécessaires, etc. Ainsi, les portefeuilles de prêts du FMI et de la Banque mondiale ont diminué. Beaucoup de pays ont tout simplement remboursé le FMI et la Banque mondiale et ont déclaré « Nous n'emprunterons plus chez vous ». Ainsi, les CEO ont diminué. Bien sûr, ce qui s'est également produit à cette époque, c'est que de nombreux pays ont commencé à emprunter sur le marché international, ce qui a aussi été rendu possible parce que, essentiellement, depuis le début des années 2000, à l'exception d'un bref épisode entre 2005 et 2008, du début des années 2000 jusqu'en 2022 environ, nous avons connu une politique monétaire accommodante de la part des pays riches, des pays impérialistes menés par la Réserve fédérale, dont le véritable objectif a été bien sûr de maintenir les marchés d'actifs élevés, de garder la valeur des actifs élevés, mais toujours sous prétexte d'éviter la déflation, de soutenir la croissance, etc. Mais la véritable raison n'a jamais été, ils ne se sont jamais vraiment souciés de la croissance ou du niveau de l'emploi, et ainsi de suite. Donc ces pays du tiers-monde ont eux aussi commencé à emprunter sur ces marchés. Mais pour revenir à la question des BRICS, je pense que depuis l'époque où j'ai écrit cela, et même à l'époque j'étais très claire sur le fait que les politiques néolibérales ne devaient pas être suivies entièrement ou de manière cohérente. C'est le point clé, c'est ce qui unit les BRICS. Mais depuis, il y a eu à la fois le gouvernement Bolsonaro au Brésil en particulier et le gouvernement Modi en Inde. Et bien sûr, l'Afrique du Sud a également eu, pour être France, des gouvernements qui sont restés plus ou moins engagés envers le néolibéralisme.
L'Afrique du Sud a toujours été un peu un membre honoraire à cette époque. Donc, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que l'économie indienne ne se porte pas très bien. Pas plus que l'économie brésilienne, nécessairement. Et vous savez, il faut aussi se rappeler qu'à cette époque, il y avait ce grand boom des matières premières, donc de nombreux pays ont également profité de cette vague. Aujourd'hui, ce que nous observons, c'est une situation dans laquelle la Chine maintient bien sûr un très bon taux de croissance grâce à son économie socialiste planifiée, etc. La Russie, en partie sous la pression des sanctions, de la guerre en Ukraine, etc. Et bien sûr de son partenariat avec la Chine, s'en sort relativement bien, a réussi à maintenir un taux de croissance très élevé, et ainsi de suite, contrairement aux intentions de l'administration Biden, qui voulait essentiellement sanctionner l'économie russe jusqu'à l'âge de pierre, et réduire le rouble en poussière, et ainsi de suite. Je pense qu'ils s'en sortent bien. Mais au-delà de cela, je veux dire en particulier l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil, ils ne s'en sortent pas très bien parce que, vous savez, l'Inde en particulier est devenue un membre à part entière du club néolibéral. C'est dans ce contexte que les derniers développements ont lieu. Donc, je dirais que des pays comme l'Inde, je veux dire des dirigeants comme Modi, ne souhaiteraient rien de plus que de se précipiter dans les bras des États-Unis, d'emmener l'Inde dans l'étreinte des États-Unis. C'est ce que le BJP suit de manière constante. Il est également responsable de la partialité croissante de l'Inde envers Israël, alors qu'en fait l'Inde était l'un des soutiens historiques de la cause palestinienne, et ainsi de suite. Cela est en train de changer. Mais ce que l'on constate dans cette situation, c'est que, du fait du besoin pour Trump de légitimer ses politiques et de donner l'impression qu'il tient ses promesses envers le peuple, certains de ces pays en subissent les conséquences. Ainsi, l'Inde en a fait les frais, le Brésil également, et ainsi de suite. Ils sont donc naturellement poussés dans la direction de la Chine et bien sûr de la Russie. Et bien entendu, la Chine et la Russie ont déclaré leur partenariat sans limite. Elles coopèrent de plus en plus avec toute une série d'autres pays qui sont la cible de sanctions américaines et occidentales, notamment le Venezuela, l'Iran, etc. Et bien sûr la RPDC, la Corée du Nord et ainsi de suite. Il semble donc qu'une alliance anti-impérialiste d'un tout autre genre soit en train de se former. Et bien sûr, le fait que l'Inde soit repoussée par les États-Unis eux-mêmes et se rapproche de la Chine et de la Russie grâce au pétrole russe est une bonne chose. Mais dans la mesure où la classe capitaliste corporative indienne reste au pouvoir, il n'y a pas de mouvement de masse qui l'a délogé du pouvoir, etc. Et dans la mesure où les dirigeants qui les représentent restent attachés à maintenir l'Inde, vous savez, dans ces contraintes, tout en espérant encore une alliance avec les États-Unis et les puissances occidentales, je pense que nous sommes face à une situation extrêmement complexe. Ce n'est pas si facile à dire. Il faudra voir ce qui va se passer. Mais, vous savez, et naturellement, Modi n'est pas un autre Trump. Modi a remporté des élections, je dirais pas aussi brillamment que Trump, mais il a néanmoins gagné des élections en prétendant toutes sortes de choses, vous savez, et en promettant de faire toutes sortes de choses au nom des gens ordinaires. Et vous savez, après avoir proposé ces lois agricoles, après s'être opposé aux agriculteurs pendant près d'1 an et demi avant de finalement abandonner ces lois, il se présente maintenant comme le grand défenseur des agriculteurs indiens face aux exigences américaines de réduire les droits de douane, etc. Mais tout cela, je veux dire, Modi n'a à mon sens qu'une seule politique économique. Faire ce que veut la classe capitaliste et corporatiste. Mais il doit le faire dans les limites de la faiblesse économique de l'Inde. S'il ne le fait pas, si l'Inde n'importe pas de pétrole russe, non seulement les Ambanis seront très mécontents, car ils comptent parmi les principaux bénéficiaires de ces importations, mais il y aura un niveau d'inflation qui provoquera d'énormes troubles et d'autres difficultés politiques.
que même les pires PDG indiens, les plus pro-américains, reconnaissent à coup sûr. Nous sommes donc confrontés à une situation très complexe et je pense qu'une grande partie dépendra des forces intérieures qui émergeront au sein de ces pays des BRICS. Les pays des BRICS produiront-ils des forces internes capables de soutenir une alliance avec les puissances anti-impérialistes non occidentales? C'est la question qui se pose aujourd'hui. Et peut-être, vous savez, d'une certaine manière, je vais juste dire ceci pour conclure, il semble qu'aujourd'hui la politique internationale oriente la politique intérieure dans une certaine direction. Mais la politique intérieure n'est pas si facile à orienter. Il n'est pas si simple de canaliser la politique intérieure. Attendons donc de voir ce qui va se passer. Vous avez abordé ce point très important concernant les limites de ce type d'alliance du Sud global, en l'absence d'une transformation intérieure beaucoup plus profonde. Car en fin de compte, si l'on continue à dépendre des forces économiques mondiales, qu'il s'agisse des flux de capitaux de portefeuille, du marché des euro-obligations, ou même, dans une certaine mesure, des exportations de matières premières, comme c'est le cas pour le Brésil, on ne pourra pas vraiment s'opposer directement au noyau impérial, même s'il y a une consolidation politique qui pourrait se produire en raison de cette escalade impériale très manifeste. J'aimerais discuter plus en détail de certains de ces aspects, mais peut-être pourrions-nous rester encore un peu sur la politique des BRICS et du Sud global. Il me semble que cette relation impériale imposée au Sud global repose sur deux piliers distincts. Le premier est cette démonstration très directe de force politique qui s'est abattue sur les soi-disant nations ennemies. Cela s'est manifesté sous forme de sanctions et de toutes sortes d'escalades. Cuba, Venezuela, Iran, dans une certaine mesure la Russie et la Chine dans certains cas. Et nous avons observé ces escalades depuis 2015. Ensuite, il y a eu la transformation économique plus subtile opérée par le FMI, l'OMC, la Banque mondiale et toutes sortes de théories économiques néolibérales, promettant que si vous vous ouvriez au marché libre, vous pourriez exporter et gagner vos réserves de change et même attirer des flux de capitaux pour essentiellement équilibrer vos paiements, même si vous avez un déficit de la balance commerciale. Il me semble que la tournure vulgaire que prennent les États-Unis a en quelque sorte provoqué une iranisation ou une cubanisation même de pays comme l'Inde, qui étaient là pour se transformer sous le couvert d'une amitié politique accrue, mais où il s'agissait en réalité d'une transformation économique bien plus profonde. Ce que cela a effectivement produit, selon mon analyse, c'est de rendre plus transparent la phase la plus brutale de la transformation impériale néolibérale qui façonnait la relation entre le centre et la périphérie. Est-ce une analyse juste? Tu sais, je veux dire, tu n'as pas tort. C'est vraiment une question de savoir sous quel aspect, de quelle manière tu le décris et l'analyses, n'est-ce pas? Donc il me semble que ce que tu dis, et corrige-moi si je me trompe, c'est que les pays impérialistes qui se sont historiquement appuyés sur la création de certaines structures de gouvernance économique internationale qui leur sont favorables, donnent l'impression que le système fonctionne parfaitement bien et équitablement en incluant tout le monde, etc. Mais les véritables bénéficiaires, ce sont eux-mêmes, absolument. Et maintenant, cependant, le capitalisme impérialiste et l'impérialisme en sont arrivés à un point tellement lamentable que pour obtenir ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent peut être quelque chose de très complexe, car à ce stade, comme je le dis, si Trump est vraiment le symptôme d'une crise, alors tout ce que fait Trump ne peut en aucun cas être facilement interprété comme étant dans l'intérêt des États-Unis. C'est ce que les dirigeants des États-Unis doivent faire s'ils veulent rester au pouvoir.
Et il n'y a absolument aucune garantie que même si un autre président est élu en 2028, cela changera, car cela ne résoudra pas les problèmes sous-jacents auxquels la société américaine est confrontée, auxquels la société des États-Unis est confrontée. Il semble donc qu'ils attaquent les institutions qu'ils dirigeaient auparavant. Et je dirais que c'est précisément là que la Chine entre en jeu, et tout le reste en découle. Ce que la Chine a montré, ou plutôt ce que la Chine représente, c'est le simple fait que le capitalisme monopolistique, dans ses pays d'origine, est aujourd'hui incapable de générer de la croissance. Il est incapable de produire un type d'économie qui permette une prospérité largement partagée, dans laquelle au moins les 3/4 ou les 2/3 de la société s'en sortent bien. Ils ne parviennent même plus à atteindre ce niveau, sans parler d'une société qui permettrait à chacun de prospérer. D'ailleurs, j'aborde ce point en particulier dans mon livre le plus récent, Capitalisme, Coronavirus et Guerre, que vous devriez dire à vos spectateurs qu'il est disponible gratuitement. Tout le monde peut télécharger le PDF. Mais j'y explique que Marx avait prédit cela. Je montre également comment l'histoire du capitalisme depuis la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui confirme ce point. Mais fondamentalement, l'idée est que le capitalisme monopolistique, peu importe la liberté qu'on lui accorde, et en fait, surtout si on lui accorde la liberté, n'est capable de produire que le type de société sujette aux crises que nous connaissons aujourd'hui aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans une moindre mesure dans les autres pays capitalistes avancés. Pendant ce temps, la Chine démontre qu'il est possible de canaliser les forces du marché, à condition de le faire dans une structure globale de planification qui a un objectif clair, dans un système capable d'apprendre de ses erreurs. Car je n'ai aucun doute que la Chine a commis des erreurs. Mais ce qui est remarquable avec la Chine et l'État-parti chinois, c'est que, du moins jusqu'à présent, il s'est avéré être une structure capable d'apprendre de ses erreurs. Et la Chine a démontré qu'en fait, il est possible de développer les capacités structurelles et technologiques que nous avons atteintes jusqu'à présent, les capacités technologiques déjà acquises par l'humanité, à un degré bien supérieur dans un tel système, dans une économie planifiée, que dans le capitalisme monopoliste. Donc, pour moi, fondamentalement, la plupart de ces troubles que l'on observe sont, en plus d'être le résultat de la crise propre aux États-Unis, également en grande partie dus à l'ascension de la Chine. La seule façon pour la classe dirigeante américaine en particulier de rester la classe dirigeante des deux. Les deux restent la classe dirigeante des États-Unis et poursuivent au moins leur tentative de dominer le reste du monde en affrontant le défi chinois. Car, souvenez-vous, mon argument est que les États-Unis n'ont jamais été hégémoniques. Ce que l'on considère comme la théorie de la stabilité hégémonique est essentiellement le désir des classes dirigeantes américaines d'atteindre ce type de domination, déguisé en théorie. Cela n'a jamais fonctionné. Et les États-Unis échouent de manière plus spectaculaire que jamais auparavant. C'est ainsi que je l'interpréterai. C'est pourquoi les États-Unis semblent attaquer les institutions même qu'ils ont créées, les institutions de la gouvernance économique libérale. Et je vais ajouter une autre chose. Vous savez, l'un des aspects qui irrite vraiment les États-Unis, et même ses dirigeants les plus raisonnables, cela irritait déjà les États-Unis il y a 10 ans, c'est le fait que la Chine, en tant que pays en développement, ait bénéficié de nombreuses exemptions aux règles de l'OMC, comme tous les pays en développement peuvent en bénéficier. Et vous savez, ce que cela me dit, c'est que même lorsque l'OMC a été créé, et souvenez-vous, la Chine n'a pas participé à la création de l'OMC, elle a rejoint 5 ans plus tard, mais même lors de la création de l'OMC, l'héritage de la lutte du Sud pour le développement était encore présent.
Vous savez, je me souviens de très bons économistes politiques publiant des livres affirmant des choses comme l'OMC représente la recolonisation du tiers-monde, etc. Et ils n'avaient pas tort. C'était bien l'intention. Mais le fait est que l'héritage de la lutte du Sud pour le développement, un héritage qui remonte, comme vous l'avez justement souligné, à la conférence de Bandung, au mouvement des non-alignés, à la revendication d'un nouvel ordre économique international, etc., les insatisfactions persistantes vis-à-vis du système depuis le cycle de Tokyo, lorsque tous ces pays en développement avaient été admis dans ce qui était alors le GATT, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, cet héritage a tout de même créé cette niche pour qu'un pays comme la Chine puisse dire « D'accord, nous sommes un pays en développement, donc nous sommes exemptés ». Le problème, c'est que le reste des pays en développement n'a pas exploité ces créneaux parce qu'ils ne disposent pas, comme vous le disiez et comme nous en convenions plus tôt, des structures politiques internes permettant de s'engager, vous savez, d'avoir un État développementaliste qui exploiterait ses avantages à l'international et qui restructurerait la société en interne de manière à créer un développement productif, égalitaire, à large assise et non financiarisé. Mais ce n'est pas ce que nous observons. En fait, nous voyons pratiquement l'inverse depuis la création de l'OMC. Ainsi, les États-Unis en veulent à l'OMC. Ce n'est pas tant qu'ils en veuillent, vous savez, au FMI, à la Banque mondiale. Cela reste encore sous la coupe des États-Unis. Donc, c'est pas un si grand problème. Mais l'OMC en particulier a été un gros problème pour les États-Unis. Et cela parce que la Chine a montré comment une économie socialiste ou non capitaliste peut faire tellement mieux. Et je devrais aussi ajouter une autre chose, ou peut-être, oui, c'est-à-dire, vous savez, la Chine a bien sûr très bien réussi, mais d'autres pays qui ont été forcés d'adopter un modèle socialiste, et je pense en particulier à l'Iran, ou plutôt socialisant, je ne veux pas dire que l'Iran est socialiste, mais un modèle socialisant, un modèle de croissance nationale autonome, et surtout, la RPDC, la Corée du Nord, ces pays ont survécu. C'est étonnant. Et aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas facilement envisager de les attaquer. C'est quelque chose d'étonnant parce que, vous savez, comme Engels l'a dit il y a bien longtemps, on ne peut pas avoir de bons armements sans une bonne économie. D'une certaine manière, la qualité des armements occidentaux décline en même temps que celle de l'économie occidentale, alors que dans certains autres pays, ils disposent au moins des moyens d'assurer une défense solide. Et ils n'ont ni les moyens ni l'intention d'être impérialistes au sens où les États-Unis le sont. Mais pour le reste, ils sont tout à fait capables de se défendre. Et cela fait partie du scénario dont nous parlons, où la situation est complexe, mais où l'on peut discerner les contours d'un front anti-impérialiste en train d'émerger. Oui, je veux dire, en dehors de la question de l'hégémonie et de la force, je veux dire, j'ai toujours tendance à voir cela comme une combinaison d'hégémonie et de force qui est toujours utilisée pour étendre le pouvoir. Et ce n'est pas quelque chose de figé. Cela évolue constamment. Il y a des moments où les choses vont mieux et où l'on peut agir de manière plus subtile. Puis il y a des moments où il faut recourir à plus de force. Je veux dire que l'on regarde, mais si je peux me permettre d'ajouter quelque chose ici, voyez-vous, tout d'abord, je pense que l'utilisation de l'idée d'hégémonie de Gramsci pour décrire les relations entre des pays ou des groupes antagonistes a toujours été une erreur. Lénine, qui a introduit le terme hégémonie, ne l'a jamais utilisé pour décrire la relation entre la bourgeoisie et la classe ouvrière, ce que Gramsci a en quelque sorte fait. Il ne l'aurait jamais fait, car ce sont des classes fondamentalement antagonistes. Et il n'aurait jamais utilisé le terme hégémonie pour décrire la relation entre les pays impérialistes et les pays dominés.
Et la deuxième chose que je voulais rapidement dire, c'est quelle était la deuxième chose que je voulais dire. Donc oui, vous savez, la force et le consentement. Oui, donc la complexité du moment actuel, c'est que la faiblesse économique des pays occidentaux entraîne également une faiblesse militaire. Donc aucun leadership, je veux dire même si nous suivions les idées de Gramsci, auxquelles je m'oppose un peu, je préférerais m'en tenir à l'idée de Lénine. Lénine utilisait le terme hégémonie pour décrire la relation entre des classes compatibles, la relation entre la classe ouvrière et la paysannerie, pas la relation entre la classe dirigeante et la classe ouvrière, pas la relation entre la classe capitaliste et la classe ouvrière. Mais c'est une autre question. Mais aujourd'hui, parce que les pays impérialistes eux-mêmes doivent essentiellement faire face à la faiblesse du capitalisme. En somme, le temps du capitalisme est révolu. Et aujourd'hui, l'humanité, tant à l'intérieur de ces pays occidentaux, au sein des pays impérialistes et encore plus en dehors des pays impérialistes, paie le prix du maintien de ce capitalisme. C'est ce que nous constatons. Et plutôt, l'humanité dans tous ces pays, en particulier dans le monde non occidental, dans le monde impérialisé, prendra conscience de cela et dira nous devons créer des sociétés capables de tenir tête à ces gens-là. Mieux ce sera pour tout le monde. Oui, juste pour compléter ce que je disais tout à l'heure, ce que je pensais, c'est que dans cette sorte de nouvelle mondialisation qui a commencé dans les années 90 et que nous avons vu et qui est en train de s'effondrer, et cela semble s'effondrer en ce moment, il y a cette combinaison de force et en gros de promesses. Donc, au sein de l'OMC, dans les programmes du FMI, ou même lors de négociations commerciales bilatérales, il y avait des moments où une force plus ouverte était utilisée. Cela prenait la forme de sanctions. Nous l'avons vu avec l'Iran, Cuba, etc., etc. Et puis, il y avait des pays avec lesquels, bien sûr, à huis clos, il y avait du chantage. On disait, en gros, nous protégerons votre sécurité nationale. Donnez-nous simplement ces concessions en matière d'investissement, et ainsi de suite. Mais néanmoins, il y avait aussi des promesses d'afflux de capitaux, d'investissement, de transfert de technologie et d'accès à nos marchés. Et cela ne relève pas nécessairement, on peut les théoriser comme une force d'une autre nature, mais ce sont des forces très différentes de celles des sanctions, des menaces militaires, et ainsi de suite. Ce que je soutiens en réalité, c'est que ces types de mécanismes plus axés sur le marché ne fonctionnent plus comme auparavant. Et c'est pourquoi il y a un glissement vers un recours accru à la force. Cela est très évident si l'on examine attentivement les négociations bilatérales menées par les États-Unis. Avec l'Indonésie, par exemple, le professeur Zaïtigos a beaucoup écrit sur ce sujet. Sous couvert de droits de douane et du soi-disant déficit commercial, ils mettent sur la table les droits d'investissement, les droits de brevet, les douanes numériques et le contrôle de la qualité. Je veux dire, ce sont des sujets qui, en réalité, n'étaient pas abordés auparavant dans le cadre de l'OMC. Même si on les divisait en paniers orange, jaune, bleu, ils restaient en dehors du commerce. Il s'agissait d'investissements et d'autres barrières non tarifaires, et ainsi de suite. Ou en Afrique du Sud, par exemple, si vous n'aimez pas leur position sur la Palestine, vous inventez des histoires sur ce soi-disant génocide des Blancs, etc. Puis vous les argumentez dans le cadre d'un déficit commercial. Et cela nous montre effectivement que l'hégémonie, peu m'importe en fait, peu m'importe qu'on l'appelle hégémonie ou non, mais que cette promesse d'un marché libre, portée par les forces du marché, s'est éloignée de ces formes plus subtiles pour devenir des formes directes de coercition. C'est en somme l'argument principal que je défends. Oui, et vous savez, tout d'abord, je suis désolée si je vous ai interrompu, c'était pas mon intention. J'ai simplement pensé à quelque chose et j'ai cru devoir le dire, mais bref, je m'excuse. Mais le fait de lier ce genre de questions,
vous devez déréglementer, etc. Vous devez mieux traiter nos entreprises et respecter nos droits de propriété intellectuelle, toutes ces choses-là. Cela a toujours fait partie des négociations commerciales, même auparavant. Par exemple, l'OMC, assez curieusement, a été créé en 1995 et tout le monde pensait que cela allait simplement créer, vous savez, un monde unifié, un régime mondial unifié de libre-échange, mais en réalité, cela ne s'est pas produit. Fait intéressant, cela a donné lieu à un nombre considérable d'accords de libre-échange mini et plurilatéraux, des accords de libre-échange spécifiques qui seraient reconnus par l'OMC, mais essentiellement, ils contourneraient l'OMC de diverses manières. À chaque fois que ces accords de libre-échange étaient conclus, les pays occidentaux y intégraient ce genre de choses. Nous avions l'habitude de dire qu'il ne s'agissait pas d'accords commerciaux, mais d'accords d'investissement, car il s'agissait en réalité d'accords permettant au capital occidental d'entrer et de s'installer sur place, etc. Mais ce qui est curieux, c'est que même en matière d'investissement, le capital occidental ne s'est pas révélé particulièrement habile à investir dans une grande partie du monde. Je veux dire, essentiellement, si vous regardez les statistiques sur les investissements directs étrangers provenant des pays riches, si vous examinez les statistiques des investissements directs étrangers, ce que vous remarquez d'abord, c'est que la majeure partie de ces investissements va de certains pays riches vers d'autres pays riches. L'idée que ces acteurs ne cherchent qu'à profiter de bas salaires pour une raison ou une autre, et nous pouvons en discuter, ne tient pas. Ils recherchent autant les marchés qu'ils recherchent les bas salaires. Et les marchés ne se trouvent pas principalement dans les pays pauvres. Voilà pour le premier point. Le second point que l'on remarque ensuite, c'est que dans la mesure où ils se dirigent vers des pays du tiers-monde, ils choisissent certains endroits privilégiés. Évidemment, la Chine a été à l'avant-garde de ce mouvement pendant très très longtemps, et y reste probablement encore. Et puis, il y a quelques rares exceptions, peut-être l'Indonésie, peut-être quelques autres, principalement en Asie de l'Est et bien sûr en Europe de l'Est, qui est un cas très particulier puisqu'elle a été absorbée par l'UAE. Donc, l'idée que l'impérialisme a réussi à rendre le monde sûr pour ses propres investisseurs est en réalité fausse. Il n'a pas réussi à le faire. C'est donc très compliqué. Mais ces éléments ont toujours existé. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que parce que le fonctionnement habituel d'institutions comme l'OMC et de tous les différents accords de libre-échange n'a pas marché, Trump adopte une approche pays par pays en disant « Nous voulons que vous fassiez ceci, nous voulons que vous fassiez cela ». Mais même cela, d'ailleurs, ne va pas fonctionner. Et cela montre vraiment à quel point l'impérialisme s'est affaibli. Premièrement, de nombreux pays ont signé ces accords. Le Royaume-Uni en a signé un, comme vous le savez, le Japon en a récemment annoncé un, l'UPABEV en a annoncé un, etc. Mais franchement, ils ont tous été conçus pour donner à Trump quelques gros titres à annoncer. Tout simplement. Rien n'a été réellement défini. Je veux dire, est-il même possible pour Ursula von der Leyen de contraindre les États membres de l'Union européenne à acheter telle ou telle arme? Est-il possible pour elle de forcer les entreprises européennes à investir 550 milliards de dollars ou quel que soit le montant qu'elle a annoncé? Tout cela, ce ne sont que des gros titres. De la même manière, le Japon a conclu un accord avec eux et ils ont promis de faire tout ce qui est possible. Mais c'est qu'une promesse. Cela ne s'est pas concrétisé. Tout cela vise à donner l'impression que Trump tient ses promesses. Et les gens le savent. Donc, on vous donne l'opportunité, puis vous pouvez faire toutes les tractations en coulisses. Ainsi, même là où ils semblent avoir réussi, il n'est pas certain qu'ils réussiront. Deuxièmement, aujourd'hui, les États-Unis ne sont pas en position d'imposer leurs intérêts au reste du monde. Réfléchissez-y. Les États-Unis, vous savez,
Trump agit comme si les États-Unis étaient le marché de dernier recours du monde. Cela n'est plus le cas depuis bien longtemps. Aujourd'hui, les États-Unis représentent environ, selon la façon dont on compte, j'ai lu un chiffre de 10%. J'ai lu un chiffre de 15,9% du total des importations mondiales. Ce n'est pas un petit nombre, mais ce n'est pas énorme non plus. Voilà pour le premier point. Le deuxième point, c'est que pour la majorité des pays dans le monde, la Chine est leur partenaire économique le plus important, leur principal partenaire commercial, etc. Donc, ils ont des alternatives. En ce qui concerne la technologie, il me semble, et je ne suis pas scientifique, donc si vous avez une autre compréhension, n'hésitez pas à me le dire, mais cette organisation très anti-chinoise, à l'approche de la guerre froide, le Australian Strategic Policy Institute, dispose de ce suivi des technologies critiques. Et il montre que, alors qu'au début des années 2000, vers 2002, les États-Unis dominaient la majorité des technologies qu'ils suivaient, aujourd'hui, la Chine est en tête dans l'écrasante majorité de ces domaines. La situation s'est pratiquement inversée. Donc, en ce sens, je pense que si vous cherchez la technologie et même le capital, les États-Unis ne vont pas vous l'apporter. De temps en temps, on lit un article annonçant que les États-Unis vont investir ou offrir une certaine aide et le montant se compte en millions. Et puis le lendemain, on apprend que la Chine conclut un accord avec les mêmes pays et les montants se chiffrent en milliards, vous voyez. Donc, l'offre des États-Unis est très médiocre. Vous savez, il y a cet adage de Larry Summers qu'un ministre étranger de l'économie ou des finances lui aurait dit « Nous préférons traiter avec la Chine, car lorsque nous parlons aux Chinois, nous obtenons un aéroport. Quand nous parlons aux Américains, nous n'obtenons qu'une leçon. » Donc, en ce sens, je pense que, mais pour revenir enfin à votre point, ou plutôt pour faire un dernier commentaire sur les questions que vous souleviez, je pense que la capacité des pays du tiers-monde à résister aux exigences américaines est également en train de croître, principalement à cause de la Chine, bien sûr. Mais cette configuration n'ira pas très loin à moins que les pays du tiers-monde ne fassent pas que s'associer à la Chine. Ils doivent aussi tirer des leçons de la Chine. Autrement dit, comment la Chine organise-t-elle son économie, sa société et sa politique? Pouvons-nous reproduire les bons éléments de cela dans nos propres sociétés? Que devons-nous faire? Et je pense que cela nécessite absolument une mobilisation de masse. Il y a un mot qui distingue la Chine de pratiquement tous les autres pays du monde, la révolution. Ils ont fait une révolution dans un passé récent. Une fois dans un passé récent, le peuple ordinaire de Chine a demandé des comptes à ses dirigeants. Et je pense que le reste du monde a besoin de quelque chose de similaire. L'un des défis spectaculaires que la Chine a lancé à l'Occident est son développement technologique, car un élément central de l'extraction de surplus depuis la périphérie reposait autrefois sur le dynamisme et le progrès technologique à l'échelle mondiale, et pas seulement sur le surplus de capital. Et la Chine a profondément bouleversé cet équilibre. Cela a rendu les élites impériales très nerveuses quant à l'avenir. Je voulais aborder, pour finir, les faiblesses, ou appelons-les faiblesses, des pays du Sud global, dans leur capacité à se désengager ou même à résister à la domination financière mondiale. Et là, je suis d'accord avec vous. À moins de transformations internes majeures dans ces pays, il leur sera très difficile de résister, tant individuellement que collectivement. Et l'un des problèmes ici est le suivant. L'adoption nationale de l'idéologie néolibérale du libre marché. Je veux dire des choses comme l'équilibre budgétaire. Parce que si vous devez vous détacher de la dépendance aux marchés financiers internationaux, alors il faut suivre une voie de croissance de la demande fondée sur les salaires. Et là, face à un manque, disons, de grands stocks de capital,
et c'est l'une des définitions des pays du Sud global. Le stock de capital par habitant est relativement plus faible, la main-d'œuvre par habitant est beaucoup plus excédentaire. Alors il faut que l'État intervienne pour créer des emplois, investir. Il faut donc sortir du cadre des budgets excédentaires ou des déficits limités, et ainsi de suite. Mais nous ne voyons pas cela. Et quelque chose que vous avez dit plus tôt, que la politique internationale en soi ne déclencherait pas ce type de transformation à l'intérieur des pays, je pense que les problèmes du Sud global sont de manière générale encore plus importants que ceux de la Chine. Pour revenir à l'IDE, qui fait partie de mes recherches, j'ai examiné la répartition de l'IDE dans les années 1990 en Chine. Ce que j'ai constaté, c'est qu'au départ, de 1992 à 1987, plus de 67% de l'IDE que recevait la Chine provenaient des économies d'Asie de l'Est, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan. Une partie de ces fonds était en réalité du capital domestique chinois transitant par des circuits de croissance en boucle. Désolé, pourriez-vous répéter la date, s'il vous plaît? De 1992 à 1997, c'est la première vague de croissance en Chine. Cela se produit essentiellement après la fameuse tournée dans le sud de Deng Xiaoping, à un moment bref après l'incident de Tiananmen, où l'élément libéral du marché au sein du parti est devenu hégémonique. Mais il a ensuite fallu l'écarter. Et deux choses devaient être faites. Premièrement, il fallait affirmer qu'ils n'allaient pas suivre la voie néolibérale. Mais en même temps, ils ne renonçaient pas aux réformes et à l'ouverture qu'ils avaient engagée. Beaucoup de changements se produisaient à cette époque. L'un de ces changements fut évidemment une hausse spectaculaire des investissements directs étrangers. Et bien souvent, même moi, je pensais qu'une grande partie de ces investissements provenaient des États-Unis et de l'Europe. Mais lorsque j'ai réellement examiné les chiffres, environ 12% provenaient des États-Unis et un autre 15% provenaient d'Europe. C'est aussi à cette époque que l'Inde met en place ses réformes du marché des capitaux, à la suite de l'escroquerie Harshad Mehta, d'une part, ce qui entraîne de fortes pressions pour améliorer la gouvernance d'entreprise, et la crise de la balance des paiements, qui est plus importante. Ainsi, l'Inde renforce, soi-disant, la gouvernance d'entreprise. L'Inde reçoit donc également beaucoup d'investissements de portefeuilles qualifiés. Ils proviennent principalement des États-Unis et de l'Occident. Mais la Chine s'engage dans ce vaste bloc de capitaux disponibles, en partie domestiquement au sein de la Chine, ce qui est souvent ignoré, car ces capitaux sont réinjectés via Hong Kong, mais aussi grâce à de nombreux fonds provenant de la diaspora chinoise, ainsi que de sources japonaises et sud-coréennes. Car ces pays ont également commencé à délocaliser et à se tourner vers les hautes technologies à cette époque. Mon argument est donc que l'Asie de l'Est est relativement plus riche, que l'on calcule cela en termes de disponibilité de capitaux, de population ou selon divers autres indicateurs. Je l'ai fait. L'Asie du Sud et l'Afrique sont des régions plus pauvres, et pour déclencher des transformations dans ces régions, l'État est d'autant plus nécessaire, à moins de suivre strictement la voie néolibérale, qui a eu des conséquences dévastatrices pour de nombreux pays. Je veux dire, en Inde, je dirais que cela a été largement le cas, parce qu'ils ont réussi, d'une manière ou d'une autre, à attirer au moins des flux de portefeuilles pour stabiliser leur balance des paiements, car l'Inde est un grand pays, il y a un vaste marché, et nous avons eu des gouvernements stables. Donc mon point, ou la question que je vous pose, ou ce que j'essaie de discuter ici, c'est que nous devons parler du fait que nous ne pouvons pas nous contenter de ces sortes d'alliances internationales qui se forment au sein des BRICS. En même temps, il faut dire que dans ces pays, il doit y avoir des transformations internes si nous sommes sérieux à propos d'une résistance ou d'une alternative à l'impérialisme néolibéral et mondialisé.
Oui, et je pense qu'il y a peut-être deux façons dont cela va se produire. La première, bien sûr, serait qu'idéalement, ce serait vraiment fantastique si nous avions une organisation populaire puissante issue de la base. Peut-être que le CPM deviendrait une organisation de base vraiment puissante à l'échelle nationale, ce serait fantastique. Mais je pense que l'autre façon dont cela va forcément se produire, dans une certaine mesure, est inévitable. À un certain niveau, l'offre occidentale est de moins en moins importante, ils ne peuvent pas donner plus. Donc essentiellement, alors que la Chine peut offrir davantage, même s'il y a bien sûr des limites. Aujourd'hui, je dirais que pendant un certain temps, dans les années 2010, les prêts de la Chine à l'étranger étaient vraiment remarquables. Ensuite, la Chine a aussi reçu une sorte de rappel à l'ordre parce que beaucoup des pays auxquels elle prêtait n'ont pas pu rembourser. Donc, à moins qu'il n'y ait une transformation interne dans ces pays, de manière à ce qu'ils puissent augmenter leur capacité productive, utiliser efficacement les fonds qu'ils reçoivent de la Chine et créer une économie plus productive, capable de rembourser ses prêts, la capacité de la Chine à prêter sera également limitée. Au bout du compte, la Chine n'est pas une sorte de roi Midas ou de Crésus qui aurait de l'argent à jeter par les fenêtres. Non, ce n'est pas vrai. C'est l'argent durement gagné du peuple chinois. Donc ils ne vont pas investir de cette manière. Je pense donc que, d'un côté, ces pays doivent, mais en même temps, l'attrait de la Chine et la répulsion que l'Occident exerce désormais sur le reste du monde joueront aussi un rôle. Je veux dire, même s'il n'y a peut-être pas de révolution, de plus en plus ces gouvernements seront poussés. Et c'est ce avec quoi nous avons commencé. Vous savez, nous avons commencé avec cette idée que même le gouvernement Modi, qui adorerait se jeter dans les bras de Trump, est repoussé par Trump. Donc, de plus en plus, je pense que ces évolutions historiques pousseront les sociétés à s'éloigner du capitalisme, car il n'y a rien à y gagner. Il n'y a absolument rien à gagner avec le capitalisme et beaucoup à gagner en faisant au moins quelque chose comme, vous savez, adapté à vos propres circonstances, quelque chose de similaire à ce que fait la Chine. Et je pense que, vous savez, le monde pourrait y être poussé à contre-cœur, ou bien des forces politiques dans le monde capables de voir que c'est la seule option, saisiront l'occasion de mobiliser la population et diront « c'est ce que nous devons faire ». Voici les deux options. Donc le monde peut y parvenir après beaucoup de misère et de souffrance ou le monde peut y parvenir après moins de misère et de souffrance. Voilà les deux options. Oui. Oui, il y a certaines manifestations de cela. Je veux dire le discours de Modi. Bien sûr, il n'est pas sérieux. Mais il dit qu'il faudra acheter plus de produits indiens, disant en fait qu'on ne peut pas compter éternellement sur les marchés extérieurs. Mais évidemment, il ne parle pas de changement dans les politiques fiscales. Il ne parle pas de changement dans les politiques budgétaires. Et cela devra arriver un jour si ces choses, ou même le financement de la santé et de l'éducation, qui ont été terriblement faibles en Inde. Oui, oui. Vas-y. Si je peux me permettre, je veux juste dire que Modi qui monte sur sa tribune et dit qu'il faut acheter des produits indiens, c'est ridicule. Ce n'est pas comme si l'Inde avait connu un grand succès à l'exportation. Et soudainement maintenant, les États-Unis imposent. Nous avons été médiocres à l'exportation de manière générale. Les exportations en pourcentage de notre PIB sont parmi les plus faibles de tous les grands pays. Donc ce n'est pas comme si l'Inde s'en sortait si bien. Encore une fois, Modi dit juste ce qui sonne bien. Il ressemble beaucoup à Trump. Il cherche juste à se donner une belle image. Mais oui, je pense que dans ce scénario, je pense que pour le reste, oui, nous sommes d'accord et nous n'en avons pas parlé, mais l'un des éléments clés sera l'imposition de contrôle des capitaux chaque fois qu'une telle transformation aura lieu.
Et je pense que nous devons parler de plus en plus des contrôles des capitaux. Car tant que les gens ordinaires, y compris l'intellectuel moyen, ne comprendront pas qu'il faut des contrôles des capitaux, vous n'en obtiendrez pas. Aujourd'hui, les personnes instruites de la classe moyenne, dans la plupart des régions du monde, s'attendent à un mode de vie cosmopolite. Ils pourront l'avoir un jour. Mais pendant cette période initiale de transition, lorsque vous traversez les difficultés de la création d'une économie socialiste, il est absolument impossible de le permettre. Donc, cette idée selon laquelle j'aurai des devises étrangères et mon fils ira étudier à l'étranger et ma fille fera des affaires à l'étranger, cela n'arrivera pas. Il va falloir vous réengager dans l'économie de votre propre pays, comme nous l'étions autrefois. Ce n'est pas si loin que ça. Il ne va rien se passer. Mais c'est peut-être un autre débat. Je veux dire, c'est un vaste sujet. Et l'une des raisons pour lesquelles l'Inde ne peut pas s'éloigner des États-Unis, c'est sa dépendance récente vis-à-vis du marché boursier. On voit bien l'effet de ces négociations tarifaires sur la bourse indienne. Elle est littéralement en chute libre. La roupie atteint un niveau historiquement bas et les gens perdent de l'argent en bourse. De plus en plus de jeunes issus des classes populaires ou moyennes y investissent. Ce ne sont pas de véritables investissements, mais ils placent leur argent en bourse et ils le perdent. Et c'est aussi en partie pour cela qu'il est difficile de s'en détacher. Je veux dire, les évolutions technologiques ont aussi déclenché ces changements. Je veux dire la montée des applications sur les mobiles. Je veux dire, les gourous du marché sur YouTube et ailleurs, ils viennent vers vous et disent « Oh, investissez 10 000 roupies et ça devrait devenir 20 000 roupies. » Il y en a beaucoup. Même la SEBI a dû intervenir et dire « Ne participez pas à ce marché des dérivés simplement parce qu'il a l'air attrayant. Vous pouvez utiliser une petite somme d'argent pour parier sur la direction du marché. Mais il y a de grands investisseurs institutionnels internationaux qui y participent, capables d'utiliser des algorithmes et toute une gamme de moyens technologiques pour manipuler les prix. Et au final, vous perdez de l'argent. Mais à moins de restreindre ces mécanismes, à moins de devenir moins dépendant du capital international, du moins à court terme, je veux dire, si vous pouvez accéder à des mécanismes DDE qui impliquent un engagement à long terme et un transfert technologique, très bien. C'est ce que la Chine a fait. Mais au final, il faut s'appuyer sur les méthodes que la Chine a utilisées à cette époque. Sinon, c'est très difficile. On peut faire de la politique, on peut produire ce genre de rhétorique pour le public. Oh, nous sommes anti-américains, et ainsi de suite. Mais on ne peut pas vraiment opérer une véritable déconnexion du noyau impérial. Exactement. Et aussi, bien sûr, je veux dire, vous savez, on peut dire que la technologie est à l'origine de cette montée des investisseurs particuliers grâce à la technologie. Mais ce n'est pas seulement cela, c'est aussi la manière dont la technologie est régulée ou non régulée. Et cela joue un rôle très, très important. Et bien sûr, l'investisseur particulier, si je me souviens bien, vous avez peut-être une meilleure mémoire que moi, mais à l'époque où le rapport Hindenburg est sorti sur Adani, je crois que c'était Modi ou quelqu'un de ce genre, une personnalité assez en vue, qui a essentiellement déclaré que les investisseurs particuliers devaient continuer à investir dans l'action Adani. J'en oublie les détails, mais c'était une exploitation flagrante de ces investisseurs particuliers. Et ces investisseurs particuliers sont souvent, comme vous l'avez justement dit, les plus vulnérables. Ils ne peuvent pas, vous savez, et ils seront toujours les derniers à profiter et les premiers à perdre à chaque hausse ou baisse du marché.
Donc je pense que oui, c'est vraiment problématique. Et l'idée, en partie, la raison d'ailleurs, aussi bien dans les pays occidentaux où vous vous souvenez peut-être de GameStop et tout ce phénomène d'investisseurs particuliers se ruant en masse sur ces marchés, sur ces entreprises mêmes et ainsi de suite. Ce phénomène existe dans la mesure où il y a à la fois des facteurs d'attraction et de répulsion. Le facteur de répulsion, c'est qu'il y a tellement de gens qui n'ont aucune possibilité d'emploi rémunérateur qu'ils pensent que c'est une sorte de moyen de gagner leur vie. Et bien sûr, le facteur facilitateur, c'est que des gouvernements comme ceux des États-Unis ou de l'Inde, qui se moquent éperdument du sort des gens ordinaires, laissent ces choses se poursuivre sans régulation. Vous ne voyez pas la même chose en Chine, je ne le pense pas. Un argument publicitaire très courant de la part de ces promoteurs de la participation au marché financier est « Dans le monde d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas simplement compter sur votre emploi. Vous devez avoir des sources de revenus alternatives. » Oui, ce qui revient complètement à banaliser les mauvais emplois, les mauvaises conditions, les bas salaires. On banalise tout ça. Tu sais, c'est à quoi tu dois t'attendre. Absolument. Ce fut une discussion fantastique, professeur Desai. Merci beaucoup pour votre temps et passez une excellente fin de journée. Merci beaucoup, Jyotishman. J'ai vraiment apprécié aussi. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Depuis 2 ans, nous essayons de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu jusqu'à présent et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Merci d'envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessus. Si vous ne pouvez pas le faire, ne soyez pas triste. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Don't forget to hit the subscribe button.